Je viens de déchiqueter ta voiture. Cette épave te va mieux que n'importe quoi d'autre. Je me suis figée dans la cuisine, ma main serrant le téléphone jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. La voix de ma belle-fille était douce, mais empoisonnée comme une morsure de serpent. Pendant 3 ans, je lui ai offert un toit, des repas, et je l'ai appelée ma fille. Et c'est ainsi qu'elle me remercie. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai gardé un ton neutre. Ma chérie, j'ai vendu cette Nissan argentée il y a 3 mois. Elle a hurlé. Vendu à qui? J'ai répondu doucement. À un colonel de la gendarmerie nationale à la retraite. Le genre d'homme qui ne laisse jamais passer un dommage matériel. Un lourd silence s'est installé. Puis les sirènes ont retenti. J'ai reposé le téléphone et j'ai souri faiblement. La vérité, ma chérie, c'est que j'ai fini d'avoir peur de perdre quoi que ce soit. Maintenant, c'est à ton tour d'apprendre à perdre. Mais avant que la police ne frappe à la porte de ma belle-fille, laissez-moi vous raconter comment une femme de 62 ans, autrefois méprisée, a appris à riposter avec intelligence et dignité. Si vous écoutez toujours, dites-moi d'où vous regardez. Chaque commentaire que vous laissez est une nouvelle marque dans ce voyage. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » pour qu'elle puisse toucher encore plus de monde. Je suis Hélène Dubois, 62 ans, vivant seule dans une banlieue tranquille d'Amboise, au cœur de la vallée de la Loire. Ma maison en pierre de tuffeau, une longère traditionnelle sur 2 étages, est nichée entre 2 hauts pins parasols et un treillis de bougainvilliers qui grimpe le long de la terrasse. J'habite ici depuis 38 ans, depuis que mon mari François était en vie. Nous avons construit chaque marche, peint chaque volet et planté la lavande qui borde la petite allée en gravier. 7 ans après son décès, j'ai tout gardé à l'identique, comme s'il venait de sortir pour son café du matin. François disait toujours « Cette maison, c'est là que tu appartiens, Hélène. » Et je l'ai cru jusqu'à ce qu'Isabelle entre dans nos vies. Il y a 3 ans, mon fils unique, Lucas, a amené Isabelle pour me la présenter. Je me souviens encore de cet après-midi doux et ensoleillé, la cuisine embaumant la tarte aux pommes. Elle est arrivée dans une robe bleu marine, un sourire éclatant et des yeux pétillants de vie. « Maman Hélène, » m'a dit Lucas, « tu fais le meilleur coq au vin de toute la Touraine. » Ces paroles étaient assez douces pour attendrir mon cœur. Pour la première fois depuis des années, ma maison s'est remplie de rires. Elle a aidé à mettre la table, m'a posé des questions sur le passé et a admiré la vieille photo de mariage de François et moi posée sur la cheminée. J'ai regardé Lucas sourire et un immense soulagement m'a envahi. Une mère veuve ne peut rien demander de plus que de voir son enfant aimé. 6 mois plus tard à peine, ils annonçaient leur fiançailles. Lucas disait qu'il voulait un petit mariage en plein air, dans le jardin d'un château local. Mais quand j'ai vu Isabelle feuilleter des magazines de mariage avec des robes blanches coûtant des milliers d'euros, j'ai su que ce ne serait pas petit du tout. J'ai retiré une part importante de mon épargne retraite, l'argent que François et moi avions prévu d'utiliser pour refaire la véranda, afin d'offrir à mon fils le mariage de ses rêves. Je me suis dit que c'était le dernier cadeau de son père, transmis par mes soins. Le mariage a eu lieu par une magnifique journée de mai. Sous le soleil doré, j'ai regardé Lucas et Isabelle échanger leurs vœux, les larmes coulant sur mes joues. J'étais fière, heureuse et un peu vide. Quand ils sont partis pour leur lune de miel en Corse, je leur ai préparé un petit cadeau. Notre photo de mariage, encadrée, et une carte manuscrite. Le mariage, ce n'est pas trouver une personne parfaite. C'est apprendre à aimer les jours imparfaits. Je ne savais pas que, quelques mois plus tard, cette phrase se retournerait contre moi comme un couteau dans mon propre cœur. Après leur retour, les choses ont commencé à changer. Isabelle regardait souvent ma maison avec l'œil d'un expert immobilier, comme si elle évaluait une propriété en attente d'être rénovée. « Tu n'as jamais pensé à vendre toutes ces vieilleries ?»
Les rideaux sont démodés, et le parquet est tout rayé, disait-elle avec un rire léger. Je répondais, ils sont aussi vieux que moi, mais aussi solides qu'au premier jour. Isabelle haussait les épaules. Je pense juste que tu devrais vivre plus simplement. Cette maison est bien trop grande pour toi toute seule. Cette phrase aurait pu paraître anodine, mais le regard dans ses yeux m'a glacée. À partir de là, les visites se sont espacées. Elle avait toujours des excuses, occupée par un projet, en déplacement professionnel, et Lucas restait coincé au milieu, mal à l'aise et évasif. Chaque fois qu'elle passait, elle apportait une nouvelle idée. Si nous vivions plus près du centre-ville, ce serait mieux pour le travail. Ou peut-être qu'on pourrait s'installer avec toi pendant un certain temps pour économiser sur le loyer. Je souriais et déclinais. Je suis habituée au calme. Ce n'est probablement pas compatible avec le rythme des jeunes. Isabelle affichait un sourire pincé. Bien sûr, je comprends. Garder une si grande maison pour toi toute seule doit être solitaire. J'ai réalisé que derrière l'inquiétude se cachait une ambition déguisée en politesse. Lucas a commencé à changer. Le garçon qui m'appelait tous les matins pour demander « Maman, tu as pris ton petit déjeuner ?» répondait maintenant au texto par quelques mots laconiques. Je sentais le fossé se creuser, non pas entre les générations, mais entre l'amour et la manigance. Un après-midi, ma voisine, Madame Geneviève Lefebvre, a frappé à ma porte. Elle a parlé à voix basse. « Hélène, j'ai vu votre belle-fille prendre des photos de votre maison à plusieurs reprises, de l'intérieur et même des numéros de la rue. » Je suis restée immobile, mon cœur battant la chamade. J'ai commencé à tout noter. Le jour où Isabelle a posé des questions sur l'acte de propriété, quand elle s'est servie dans mon tiroir à la recherche de factures, la façon dont elle observait chaque fois que j'ouvrais le coffre-fort. Je ne suis pas une personne méfiante, mais une femme qui a enseigné pendant 30 ans, c'est une chose. Quand quelqu'un commence à collecter des informations, il est en train de construire un plan. Puis est arrivé le 30e anniversaire de Lucas. En rentrant du marché, j'ai trouvé la porte d'entrée grande ouverte et la musique à fond. Je suis entrée et j'ai été saisie d'un froid glacial. Dans le salon, une grande table de buffet avec de la nourriture, des verres à vin, des fleurs et des inconnus qui riaient. Au milieu se tenait Isabelle dans une robe rouge, levant un verre. Joyeux anniversaire à mon mari et santé à notre nouvelle maison. Des applaudissements ont éclaté. Je suis restée là, tenant un sac de citrons et d'herbes aromatiques. Un étranger s'est tourné vers moi. « Et vous êtes ?» Isabelle a souri. « Oh, c'est l'ancienne locataire qui n'a pas encore déménagé. » La pièce a éclaté de rire. À ce moment-là, je n'ai ni pleuré ni crié. J'ai posé mes courses, j'ai marché droit vers ma chambre et j'ai fermé la porte. La dernière lueur du jour filtrait à travers les rideaux, tombant sur la photo de François. Je l'ai regardé longuement et j'ai étouffé un sanglot. Ils ont oublié qui je suis, mon chéri. Mais moi, je n'ai pas oublié. Je me suis assise à mon bureau, j'ai ouvert le vieux carnet. La première ligne que j'ai écrite, 12 juin, début de la contre-attaque. À partir de ce moment, je n'étais plus une cible passive. Moi, Hélène Dubois, j'allais être celle qui tendrait le piège. Les dîners du dimanche, autrefois notre tradition familiale, ont commencé à s'évaporer comme la buée après la pluie. Avant, à 18 heures précises, je dressais toujours la table. Je disposais le chemin de table en dentelle que François avait choisi à l'Isle-sur-la-Sorgue, et j'attendais que Lucas frappe à la porte. Maintenant, il n'y avait plus que moi et le tic-tac de l'horloge murale. Cette semaine, Isabelle et moi avons déjà des projets avec des amis, maman. La semaine prochaine, c'est sûr, disait Lucas au téléphone, pressé. La semaine prochaine est devenue la semaine d'après, puis celle d'encore après.
Les raisons changeaient sans cesse. Un nouveau projet, un dîner avec un client, Isabelle n'est pas dans son assiette. Je ne disais plus rien, juste « D'accord, je comprends ». Mais la vérité, c'est que je comprenais bien plus que ce que Lucas pensait. Un soir, alors que je préparais une tisane à la camomille, Isabelle est passée seule. Elle portait une robe ajustée, un sac de créateur au bras, se tenant dans l'embrasure de la porte de la cuisine, comme si elle était déjà chez elle. « As-tu déjà pensé à améliorer ton cadre de vie ?» demanda-t-elle, d'un ton amical mais déplacé. « Améliorer ?» J'ai haussé un sourcil. « Oui, la maison est un peu vieille. Le plancher grince. Les murs sont humides. Si tu veux, Lucas et moi pouvons t'aider. La transformer en un endroit moderne et la vendre à un bon prix. Tu pourrais déménager dans un endroit plus pratique, plus petit ? Ne serait-ce pas mieux pour toi ? » J'ai posé ma tasse sur la table et je l'ai regardée. Cette maison est parfaite pour moi. C'est mon foyer. Isabelle a souri, un sourire fin comme une lame de rasoir. Tu es vraiment égoïste. Les gens veulent t'aider et tu ne les laisses pas faire. C'est une grande maison et tu y vis seule. N'est-ce pas du gâchis ? Cette phrase a été comme une piqûre, non pas parce qu'elle m'insultait, mais parce qu'il n'y avait plus aucun respect dans sa voix. Je n'ai pas répondu. J'ai ouvert la porte arrière pour laisser entrer la brise. L'odeur de pain et de lavande a chassé son parfum lourd. Lucas s'est éloigné de plus en plus. Il appelait moins, envoyait des textos fragmentés, a même oublié mon anniversaire pour la première fois en 31 ans. Quand j'ai appelé, sa voix semblait fatiguée. « Maman, je suis débordée. Je suis sur un nouveau projet. Isabelle est stressée aussi. S'il te plaît, ne lui ajoute pas de pression. » Ajouter de la pression ? J'ai laissé échapper un petit rire après avoir raccroché. Moi, la femme qui lui avait appris le bien et le mal, maintenant qualifiée de fardeau émotionnel. Un après-midi de juin, Madame Geneviève Lefebvre, ma voisine, est venue. Elle a plus de 70 ans, taille ses rosiers et sait tout ce qui se passe dans le quartier. « Hélène, » dit-elle en baissant la voix comme pour partager un secret, « hier, j'ai vu votre belle-fille dans votre jardin en train de prendre beaucoup de photos. La façade, les fenêtres. » J'ai sursauté. « Quand ?»« Vers midi. Vous étiez sorti. J'ai pensé que vous lui aviez peut-être demandé de prendre des photos pour mettre la maison en vente, mais je ne crois pas que ce soit le cas. » Cette phrase m'a glacé le sang. J'ai souri pour la remercier, mais à l'intérieur, une tempête se levait. Ce soir-là, j'ai ouvert mon carnet et j'ai commencé à tout consigner. 18 juin, Isabelle a photographié la maison pendant mon absence. 20 juin, j'ai demandé à Lucas, il a dit que c'était probablement pour un projet de design. 23 juin, Isabelle m'a traité d'obstinée pour avoir refusé de parler de projet de logement futur. Chaque ligne tremblante sous la lampe était une petite pièce, à conviction d'une vérité que je ne voulais pas affronter. Il ne voulait pas seulement vivre avec moi. Il voulait tout posséder. Le samedi suivant, je les ai invités à dîner, un repas de famille pour apaiser les tensions. J'ai préparé un poulet rôti au miel, du pain aux céréales et le dessert préféré de Lucas, un gâteau au citron avec un glaçage. Quand ils sont arrivés, j'ai pu voir que le regard de Lucas avait changé, il était fatigué. Et Isabelle se déplaçait dans ma cuisine comme si c'était la sienne. « Je pense que tu devrais nous laisser rester ici pendant un certain temps. Juste quelques mois, jusqu'à ce que nous trouvions un nouvel endroit. » Je l'ai regardé et j'ai gardé une voix douce. « Votre appartement en centre-ville est mieux que ça. »« Mais il est trop petit, maman. Et ici ?» Elle a balayé la pièce du regard. « C'est spacieux, calme. Tu ne serais plus seule. C'est gagnant-gagnant. » J'ai posé ma fourchette et je l'ai regardée droit dans les yeux. « Isabelle, parfois le calme est la seule chose qui reste à une veuve. » L'air s'est glacé.
Lucas fixait son assiette. Isabelle a eu un rire sec. « Ou as-tu peur de perdre le contrôle ?» J'ai répondu doucement. « Non, j'ai peur de perdre la paix. » Le dîner s'est terminé en silence. Alors qu'il partait, j'ai entendu Isabelle murmurer à Lucas à la porte. Elle ne cédera pas, mais elle finira par le faire. Cette nuit-là, je me suis assise sur le canapé sous une chaude lampe jaune. François me manquait. S'il était là, il saurait comment parler à Lucas. Mais il n'y avait que moi. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai lu un ancien texto de mon fils. « Maman, ne t'inquiète pas, je suis toujours là. » Maintenant, chaque fois que je le lisais, je ne ressentais que du vide. Je me suis demandé, quand la gratitude s'est-elle transformée en droit acquis? Quand l'aide d'une mère est-elle devenue une dette qu'un enfant peut réclamer? J'ai commencé à faire semblant d'être fragile, non pas parce que j'avais peur, mais parce que j'avais besoin de voir ce qu'il ferait, s'il pensait que je n'étais plus aussi vive d'esprit. J'ai oublié d'éteindre la lumière du porche. J'ai posé la même question 2 fois. J'ai parfois appelé Lucas tôt le matin, juste pour demander quel jour on était. Isabelle agissait avec agacement, mais ses yeux s'illuminaient à chaque fois que je faisais un lapsus, chaque fois que je riais en disant que c'était ma mémoire qui me jouait des tours avec l'âge. Un soir, lorsque Lucas est passé seul, il a regardé autour de lui et a parlé doucement. « Maman, je m'inquiète pour toi. Peut-être que tu devrais penser à déménager dans un endroit plus pratique, avec des soins. Isabelle connaît de très bons établissements. » J'ai regardé mon fils, mon cœur se serrant. Mon fils, mon corps vieilli, pas ma colonne vertébrale. Et je me souviens encore de tout, surtout quand les gens veulent que j'oublie. Lucas est resté silencieux. Je savais qu'il avait compris de qui je parlais. Le lendemain, alors que je balayais le perron, Madame Lefebvre est revenue, parlant à voix basse. « Ils sont venus ce matin pendant que vous étiez au supermarché. Ils ont fait le tour de la maison en prenant des mesures. J'ai vu Isabelle tenir un carnet et Lucas prendre des photos de la clôture. J'ai posé le balai et j'ai regardé vers leur appartement de l'autre côté de la rue. Un rideau a bougé à une fenêtre. Quelqu'un observait en retour. À ce moment-là, j'ai su que le combat avait commencé. Il ne s'agissait plus d'une maison ou de biens matériels. Il s'agissait de confiance, d'honneur et de la dignité d'une mère qui avait donné sa vie à sa famille. Je suis rentrée, j'ai verrouillé la porte et je suis restée dans le silence. Une brise a effleuré notre photo de mariage. Le cadre en bois a légèrement oscillé, comme pour me rappeler « Hélène, tu es peut-être plus âgée, mais tu ne plies pas. » J'ai regardé autour de la pièce, le parquet usé, les vieilles chaises, et j'ai senti une force monter en moi. Pas de la colère, de la détermination. J'ai pris mon carnet, j'ai tourné une nouvelle page, et j'ai écrit clairement « 2 juillet, ils veulent prendre. Je vais les laisser penser qu'ils sont sur le point de gagner. » J'ai posé le stylo, j'ai fermé les yeux et j'ai murmuré « François, je ne suis plus seule. Cette bataille, je la mènerai avec nos 2 esprits. » Et dans cette vieille maison en pierre d'une rue tranquille, une femme de 62 ans a commencé à préparer la première contre-attaque de sa vie. C'est lorsque Jeanne Petit, ma notaire de confiance depuis l'époque où j'étais à l'association des parents d'élèves, m'a appelée, la voix un peu lasse, que j'ai compris que la situation était bien plus grave que je ne l'imaginais. Jeanne est une femme directe, qui ne mâche pas ses mots et ne prend jamais de gants. « Hélène, vous feriez mieux de vous asseoir pour ça, » a-t-elle dit. « Aujourd'hui, quelqu'un a demandé une copie certifiée de votre acte de propriété. » J'ai failli laisser tomber la bouilloire. « Qui a fait cette demande ?» ai-je demandé, en essayant d'empêcher ma voix de trembler. « C'est au nom de famille Morin, prénom Isabelle. Isabelle Morin. »
Mon cœur a manqué un battement. Je savais qu'Isabelle était ma belle-fille, mais l'idée qu'elle ait pu se procurer l'acte de propriété de ma maison par l'intermédiaire d'une étude de notaire me retournait les entrailles. Je me suis précipitée au bureau de Jeanne pour l'entendre de vive voix et le voir de mes propres yeux. Jeanne m'a tendu une photocopie. L'encre était pâlie, le tampon de l'étude à peine visible. En haut, on pouvait lire « Demande de copie certifiée de l'attestation de propriété pour la maison située au 12 rue des Saules, propriétaire Hélène A. Dubois ». Dans la section relative à la procuration, il y avait une signature aux boucles familières, mais ce n'était pas la mienne. « J'ai comparé avec votre signature enregistrée ici », dit Jeanne. « Elle ne correspond pas. C'est une signature falsifiée. » J'ai étudié chaque trait, puis j'ai senti mes mains devenir glacées. Après des années à signer des registres de budget, des factures, toutes sortes de documents, je connaissais la différence. La signature sur ce formulaire était déformée et hâtive, comme celle de quelqu'un qui signe sous la contrainte. Une vague de trahison m'a submergée. Tout ce que j'avais construit au cours d'une vie, et quelqu'un essayait de copier mon nom pour me nuire. Jeanne a tourné la page suivante, son visage sérieux. Le demandeur est enregistré sous le nom d'Isabelle Morin, à l'appartement 4B. Ils ont également joint un modèle de procuration, apparemment pour copier ou remplacer les titres de propriété originaux. J'ai mordu ma lèvre, me ressaisissant. Être trompé enseigne une dure leçon. La confiance peut être exploitée, et parfois la personne qui vous blesse le plus est celle que vous avez autrefois aimée. J'ai immédiatement appelé Maëlle Bernard, ma nièce qui était descendue de Paris après avoir entendu ce qui s'était passé. Maëlle est avocate, patiente et perspicace. Quand je lui ai tout raconté, elle est venue chez moi en moins d'une demi-journée, un ordinateur portable dans une main et un sac rempli de bloc-notes juridiques dans l'autre. Maëlle a lu la demande attentivement, ses yeux balayant rapidement le document. « Ils essaient de préparer le terrain pour vous déclarer légalement incapable », a-t-elle dit sans ambages. Ce formulaire de procuration peut être utilisé comme preuve à l'appui, surtout s'ils obtiennent un certificat médical pour le corroborer. Je me suis assise à la table, engourdie. L'idée d'être étiquetée comme n'étant plus compétente à cause de quelques mensonges me donnait l'impression d'être sans voix. J'ai élevé mon fils, j'ai maintenu cette famille à flot, j'ai payé chaque facture de scolarité pour Lucas. Maintenant, quelqu'un pouvait associer une signature falsifiée à l'exagération d'un médecin et tout me prendre. Maëlle a poursuivi. Isabelle et Lucas pourraient travailler de concert, l'un poussant l'angle juridique, l'autre utilisant la pitié pour manipuler. S'ils obtiennent le feu vert d'un médecin complaisant, avec un diagnostic indiquant un déclin cognitif, un tribunal peut nommer un tuteur temporaire. Qu'est-ce que cela signifie exactement ? Ai-je demandé, ma voix tremblante. S'ils persuadent suffisamment de personnes que vous n'êtes pas lucide, ils peuvent demander au tribunal de nommer un représentant pour gérer vos biens, ce qui signifie qu'ils pourraient contrôler vos comptes bancaires, votre propriété et même vendre la maison. Vous devez agir maintenant. Rédiger un Nouveau Testament. Verrouiller l'accès à vos comptes actuels et nommer une personne de confiance comme votre mandataire de protection future. Mais uniquement parce que vous le choisissez, pas parce que quelqu'un vous y force. J'ai hoché la tête. Ces mots ont touché ma peur et ont en même temps ouvert une issue. Je ne pouvais pas laisser les choses se passer comme il le voulait. Maëlle a creusé davantage et un fait a émergé qui m'a coupé le souffle. Elle a vérifié les registres publics et la dette totale du jeune couple s'élevait à environ 180 000 €. Principalement un prêt automobile, des cartes de crédit et un contrat d'investissement raté. Ils ont un motif clair pour trouver une grosse somme d'argent, a dit Maëlle, et cette maison est leur bouée de sauvetage. Selon une évaluation immobilière récente,
Ma maison à Amboise valait environ 850 000 euros. En entendant ce chiffre, ma poitrine s'est serrée. Ce n'est pas seulement un montant en euros, c'est près de 40 ans de vie, de bonheur et de perte. Et pour eux, cet argent pourrait effacer leurs dettes et leur donner un nouveau départ en m'effaçant, moi. J'ai repassé chaque détail. Isabelle laissant toujours entendre qu'il fallait moderniser la maison. Lucas s'intéressant soudainement aux factures d'électricité et le regard dans ses yeux quand elle entrait dans mon salon. Le regard de quelqu'un qui évalue une chose, pas qui aime un foyer. J'ai compris. Si je ne réagissais pas, je perdrais tout. Non pas parce qu'il me l'arracherait de force, mais parce qu'il rendrait le vol légal en salissant ma compétence. Maëlle et moi avons passé des heures à élaborer un plan. Elle m'a conseillé de faire un nouveau testament, de nommer un exécuteur testamentaire indépendant et de spécifier que personne ne peut me représenter dans une transaction financière sans une vérification médicale valide et une certification judiciaire. Je devais également transférer toutes mes économies sur un nouveau compte connu seulement de moi et de Maëlle. Moins il y a de traces à l'ancienne banque, plus il leur sera difficile d'y accéder, a-t-elle dit. Puis, elle a suggéré que j'enregistre un droit d'usage et d'habitation viager, ce qui signifie que je conserverai tous les droits de vivre dans la maison et de la gérer jusqu'à ma mort, peu importe les noms qui finiraient sur les papiers plus tard. Je n'en avais jamais entendu parler, mais l'idée m'a fait expirer de soulagement. Dernière chose, a dit Maëlle. Nous avons besoin de preuves, pas de soupçons, quelque chose qui tienne devant un tribunal. Ils ont déjà laissé des traces, la signature falsifiée, les registres du notaire et surtout, le mobile. Mais le poids le plus lourd, ce sont toujours leurs propres mots. J'ai regardé Maëlle et j'ai parlé lentement. Tu veux dire les faire avouer? Exactement, pas en les forçant. Fais-leur croire que tu es devenu plus faible. Baisse ta garde. Quand ils se sentiront en sécurité, ils diront tout. Et c'est à ce moment-là que nous l'enregistrerons, le stockerons, et auront des preuves qu'ils ne pourront pas nier. Je suis restée assise tranquillement dans le salon après le départ de Maëlle. La dernière lueur du jour frappait la photo de mariage de François et moi, faisant briller le verre. J'ai caressé le cadre en chêne et j'ai murmuré « Mon chéri, je tiendrai ma promesse. Je protégerai cette maison. » Je savais que je ne pouvais pas me battre avec la force brute, mais je pouvais me battre avec mon esprit, la chose même qu'Isabelle sous-estimait le plus en moi. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai ouvert un petit carnet et j'ai noté chaque étape. Étape 1, Nouveau Testament et nouveau compte. Étape 2, enregistrer un droit d'usage et d'habitation. Étape 3, surveiller les actions d'Isabelle et de Lucas. Étape 4, créer des occasions pour qu'ils révèlent leurs véritables intentions. J'ai fermé le carnet et je l'ai glissé dans le tiroir sous le napperon brodé à la main. À côté se trouvait l'alliance de François, un rappel que j'avais autrefois lutté pour préserver notre bonheur et que je le ferais à nouveau. Avant d'éteindre la lumière, j'ai murmuré dans le noir « Il me croit faible, mais cette faiblesse sera le piège. » Et cette nuit-là, dans la maison en pierre silencieuse d'Amboise, j'ai commencé à esquisser les premières lignes de ma contre-attaque. Mon neveu, Thomas Lambert, est un technicien en sécurité. À seulement 26 ans, il est rapide, discret et incroyablement doué. Il est le fils de ma défunte sœur, le petit garçon qui jouait au Lego sous notre table basse quand François et moi étions jeunes. Thomas m'appelle toujours Tati Hélène et a gardé l'habitude de passer chaque week-end avec un paquet de café fraîchement torréfié. Quand je lui ai tout raconté, il n'a pas semblé surpris. Il a simplement parlé doucement, avec assurance. Les mauvaises personnes supposent toujours que les personnes âgées ne peuvent pas se protéger, Tati Hélène. Mais ils oublient que la technologie peut aussi être du côté de ce qui est juste. 3 jours plus tard,
Thomas a apporté une boîte à biscuits. À l'intérieur, il n'y avait pas de biscuits, mais 3 caméras cachées aussi petites qu'un bout de doigt, déguisées en horloge murale, en prise électrique et en un vase de fleurs artificielles pour la table de la salle à manger. Il a vérifié le câblage et a dit « Elles enregistrent l'audio et la vidéo et sauvegardent tout sur le cloud. Tu peux regarder sur ton téléphone, mais je te suggère de ne pas le faire. Laisse-les penser que tu ne sais rien. » J'ai hoché la tête. Quelque chose de froid et de lent s'est installé dans ma respiration, alors que je regardais ces minuscules appareils. Une partie de moi souffrait de devoir utiliser des caméras pour surveiller ma propre famille, mais une autre partie savait que sans cela, je serais effacée de ma propre vie. J'ai décidé de poser l'appât moi-même. Un matin, j'ai appelé Isabelle. « Ma chérie, je pense que je devrais faire un double des clés. Si j'égare les miennes, tu pourras m'aider à rentrer. » Isabelle a semblé plus enthousiaste que je ne l'avais prévu. « Oh, bien sûr, maman, je les garderai pour toi. » Je lui ai apporté le double. Quand la clé est tombée dans sa paume, j'ai vu ce regard, le regard de quelqu'un qui vient de prendre le contrôle. « Maintenant, tu peux te détendre, » a-t-elle dit, avec un sourire fin comme un rasoir. J'ai répondu doucement. « Oui, je suis très détendue. » Alors que la porte se fermait, je me suis détournée, ma poitrine tremblant de colère. Mais pour la première fois, ma peur s'était transformée en un plan clair. Au cours des jours suivants, j'ai commencé à agir de manière distraite. J'ai oublié d'éteindre la cuisinière, j'ai laissé une casserole bouillir à sec et brûler, puis j'ai appelé Lucas pour vérifier. J'ai raconté la même histoire sur François, comment il était dans le jardin en train d'arroser, juste pour observer leur réaction. Lucas me regardait tranquillement, ses yeux un mélange de pitié et de doute. Chaque fois que j'avais un rire faible ou que je me trompais de date, ce regard s'aiguisait. Isabelle, cependant, commençait à paraître satisfaite. Un après-midi, je lisais le journal dans le salon. La porte a cliqué et les talons d'Isabelle ont claqué sur le sol. Elle pensait que je ne l'avais pas remarqué. Elle a fait le tour de la pièce, a regardé dans les coins, a pris des cadres, a jeté un coup d'œil dans un tiroir. Après son départ, j'ai vérifié mon téléphone. La caméra cachée dans le vase avait tout enregistré. Isabelle fouillant, ouvrant le tiroir avec de vieilles factures et quelques carnets. J'ai sauvegardé le clip, me sentant à la fois blessée et étrangement engourdie. J'étais devenue si habituée à être blessée que les larmes ne venaient plus. 2 semaines plus tard, Lucas est venu avec Isabelle. Ils ont apporté un sac de plats à emporter. Vers la fin du dîner, j'ai entendu la voix d'Isabelle, douce mais assez claire pour la caméra. « Lucas, il faut que tu emmènes ta mère voir un neurologue bientôt. Je ne pense pas qu'elle aille bien. Si un médecin le confirme, la procuration sera plus facile à obtenir. » Je suis restée assise tranquillement, saupoudrant de sel la purée de pommes de terre, comme si je n'avais rien entendu. Lucas est resté silencieux. Je ne savais pas ce qui se passait dans sa tête, la peur, la complicité ou juste l'épuisement. Mais je savais une chose. La caméra avait tout entendu. Cette nuit-là, j'ai franchi l'étape suivante de mon plan, en déplaçant tout l'argent. Je me suis assise devant l'ordinateur, la lumière de l'écran sur mon visage vieillit. Mes mains tremblaient un peu, mais chaque frappe était décisive. J'ai transféré près de 280 000 €, épargne retraite, assurance vie et les économies de François, sur un nouveau compte joint avec Maëlle. Je n'ai laissé que quelques centaines d'euros sur l'ancien compte, juste assez pour maintenir les apparences. Quand j'ai eu fini, je me suis penchée en arrière et j'ai fermé les yeux. Ce n'était pas seulement une transaction bancaire. C'était retirer le pouvoir des mains qui essayaient de s'en emparer. Certains pourraient me trouver froide. Ils ne savent pas que j'apprends à survivre dans ma propre maison. Qu'en pensez-vous ?
Faut-il parfois être aussi froid pour protéger ce qui est juste? Dites-le moi dans les commentaires. Le lendemain, j'ai rencontré Jeanne Petit à son étude. Sur son bureau se trouvait une pile de papiers, le testament mis à jour, l'enregistrement du droit d'usage et d'habitation, et une note de Maëlle. Jeanne a lu lentement chaque mot. Lucas Dubois n'hérite que s'il n'y a aucune preuve de coercition, de tromperie ou de conduite frauduleuse liée à la propriétaire. Dans tout autre cas, l'héritage est révoqué. J'ai signé, le stylo se déplaçant lentement, mais fermement cette fois, sans trembler. « Voulez-vous que je scelle le dossier ici ?» a demandé Jeanne. « Absolument. Et ne l'ouvrez que lorsque je le demande, ou lorsque Maëlle est avec moi. » Jeanne a hoché la tête, a apposé le seau rouge, a tout rangé dans une enveloppe scellée et l'a enfermé dans le coffre-fort. « Je le garderai en sécurité. Et Hélène, vous faites ce qu'il faut. » J'ai souri, fatiguée, mais sincèrement. J'apprends juste à me protéger. Ce soir-là, je me tenais dans la cuisine avec la petite lumière allumée, regardant la maison baignée d'une lueur jaune et chaude. L'odeur du vieux bois se mêlait à celle de la cannelle et du café, le parfum des années plus calmes. À partir d'aujourd'hui, cette maison serait protégée par quelque chose de plus fort qu'un verrou. La loi et la préparation. J'ai levé les yeux vers le plafond, où la minuscule caméra cachée brillait d'une faible lueur rouge. « François, » ai-je murmuré. « Tu vois ? J'ai placé des yeux vigilants pour garder notre maison. Je n'ai plus peur. » L'air de la nuit s'est glissé par le cadre de la fenêtre, transportant le chant des grillons et le parfum de la lavande du jardin. J'ai souri. Tout était prêt. 3 jours plus tard, Isabelle est passée. Elle a apporté une boîte cadeau, disant que c'était une tarte de ma pâtisserie préférée. Je l'ai ouverte. Une tarte aux pommes industrielle, la chose même à laquelle elle sait que je suis allergique. Elle a souri, faussement douce. « Tu dois faire attention à ce que tu manges, maman. À ton âge, la mémoire s'en va vite. » Je l'ai regardée d'un ton neutre. « Merci pour le rappel. J'en prends note chaque jour. » Elle ne savait pas que dans cette même cuisine, 3 caméras tournaient. Chaque mot, chaque regard, chaque sourire crispé était capturé seconde par seconde. Cette nuit-là, assise seule sur le porche, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai rejoué le clip de la journée. Le visage d'Isabelle était net à l'écran, sa voix si claire qu'elle me serrait encore la poitrine. Mais au lieu de la douleur, j'ai ressenti un étrange calme. J'étais allée trop loin pour faire marche arrière. Et pour la première fois depuis des années, je ne me voyais pas comme une victime. C'était moi qui déplaçais les pièces. Silencieuse, patiente, entièrement préparée. J'ai éteint le téléphone, j'ai fermé la porte et j'ai écrit une seule ligne dans mon journal. 20 août, piège tendu, yeux ouverts. Il ne leur reste plus qu'à y entrer. Un matin de début d'automne, alors que les feuilles d'érable commençaient à dériver le long de la rue des Saules, Lucas m'a appelé, la voix douce mais tendue. « Maman, Isabelle dit que tu as des oublis ces derniers temps. Nous voulons juste nous assurer que tu vas bien. Peux-tu venir avec moi demain voir le docteur Léonard Prévost? C'est un spécialiste des personnes âgées. » Je savais exactement ce que cela signifiait. Spécialiste des personnes âgées est la façon polie de dire gériatre-psychiatre. J'ai répondu légèrement, comme si de rien n'était. « Bien sûr, mon chéri, je suis curieuse de voir à quel point ma mémoire est encore vive. » En raccrochant, j'ai envoyé un texto à Maëlle. « Demain, 10h, cabinet du docteur Prévost. Viens avec moi. » Quelques minutes plus tard, elle a répondu « J'y serai. Reste calme. » Laisse-les se montrer sous leur vrai jour. Le lendemain matin, je portais une robe en lin crème, les cheveux relevés en un chignon soigné. Avant de partir,
J'ai touché la photo de François sur le petit autel, et j'ai souri. Voyons jusqu'où ils pousseront la comédie aujourd'hui. Le cabinet du docteur Léonard Prévost se trouve au 2e étage d'un vieil immeuble du centre-ville. Les murs sont tapissés de certificats jaunis et de photos de lui avec des patients âgés, les visages souriants mais fatigués. Lucas était assis à côté de moi dans la salle d'attente, les yeux fuyants. Isabelle tenait son sac à main, tapotant sur son téléphone, me jetant un coup d'œil de temps en temps. Maëlle est arrivée pile à l'heure avec un dossier et un léger sourire. Le docteur Prévost est sorti. Il a la cinquantaine, les cheveux poivre et sel, une voix basse qui se veut digne de confiance. « Madame Dubois, entrez. Votre fils et votre belle-fille disent que vous avez eu quelques épisodes d'oubli récemment. » J'ai souri. Je les ai entendus dire ça aussi. Alors, je suis venue voir si ma mémoire est vraiment si mauvaise. L'examen a commencé par des questions faciles. Savez-vous quel jour nous sommes aujourd'hui? Je crois que c'est mardi, le 14 septembre. C'est exact. Maintenant, veuillez répéter ces 3 mots. Arbre, fenêtre, horloge. J'ai hoché la tête et je les ai répétés, puis j'ai attendu. Il est passé à des formes simples et m'a demandé de les copier. J'ai terminé en quelques minutes, de manière nette et précise. Le docteur Prévost a hoché la tête, puis a essayé un autre angle. « Pouvez-vous me redonner ces 3 mots du début? » J'ai souri. Arbre, fenêtre, horloge. Et pouvez-vous me dire pourquoi il n'y a pas une seule vraie fenêtre dans votre bureau? J'ai remarqué que toute la lumière est artificielle. Il a semblé brièvement déstabilisé, ne s'attendant pas à ce que je sois aussi observatrice. Isabelle a froncé les sourcils. Lucas est resté silencieux, lui tenant la main. Quand le test s'est terminé, le docteur Prévost a changé de ton. Il s'est penché en arrière et a parlé lentement. « Madame Dubois, je pense que vous êtes encore lucide. Cependant, à votre âge, il est sage de prévoir les urgences. Je vous suggère de signer une procuration financière temporaire pour que, si quelque chose arrive, quelqu'un puisse vous aider à gérer vos finances. » Avant que je puisse parler, Maëlle est intervenue fermement. Respectueusement, Madame Dubois est pleinement compétente. Il n'y a aucune base médicale pour conseiller à une patiente de signer un tel document lors d'une première visite. Si vous souhaitez faire une recommandation, veuillez la consigner dans le dossier avec une justification légale. Silence. Lucas a levé les yeux, fronçant les sourcils. « Maëlle, c'est juste une précaution standard. Tu réagis de manière excessive. » Maëlle a souri. « Je fais mon travail de conseil pour protéger les droits légaux de ma cliente. » Le docteur Prévost s'est raclé la gorge, essayant de se ressaisir. « Je ne fais que suggérer. Je ne force personne. » Mais Isabelle n'a pas lâché l'affaire. « Docteur, ma mère oublie beaucoup. Une fois, elle a brûlé toute une casserole, a failli mettre le feu à la cuisinière, et elle s'est perdue au supermarché. » Je me suis tournée vers elle, la voix légère mais tranchante. « Isabelle, ce sont beaucoup d'histoires. As-tu des preuves pour l'une d'entre elles? » Maëlle a ajouté « Si c'est le cas, mettons-le dans le dossier avec des preuves, car cette affirmation affecte les dossiers médicaux. » Isabelle a rougi et a baissé les yeux sur son téléphone. Lucas a regardé autour de lui, clairement mal à l'aise. Le docteur Prévost a toussé, essayant de reprendre le contrôle. « Très bien, arrêtons-nous là pour aujourd'hui. Je programmerai une évaluation plus approfondie après avoir consulté la famille. » Je savais que cela signifiait qu'il voulait gagner du temps pour légitimer ce qu'il faisait. J'ai juste souri. « Bien sûr, docteur. Faites tout ce que vous jugez nécessaire. Je serai entièrement préparée la prochaine fois. » Dehors, l'air était chaud et ouvert. J'ai pris une profonde inspiration, comme si je sortais d'une pièce remplie d'intrigues. Lucas a conduit en silence. Isabelle était assise, le visage de pierre. Maëlle regardait par la fenêtre à côté de moi. À mi-chemin,
Lucas a parlé doucement. Maman, tu as surréagi? Le docteur essayait d'aider. J'ai regardé mon fils, calme. Mon chéri, quand quelqu'un veut ma signature sans me dire les conséquences, ce n'est pas de l'aide. C'est de la prise. Lucas a agrippé le volant. Tu nous vois mal. Tu réagis comme une personne malade, maman. Tout le monde peut voir que tu as besoin de supervision. Dans le rétroviseur, je l'ai regardé. Plus de colère. Juste une tristesse silencieuse. Non, mon chéri. Je ne suis pas malade. Je suis juste blessée que tu ne puisses plus faire la différence entre l'inquiétude et la manipulation. Personne n'a plus parlé jusqu'à ce que la voiture s'arrête à ma grille. Quand je suis sortie, Maëlle est restée quelques minutes de plus. Elle m'a pris la main. Sa voix était petite, mais ferme. Tu as été formidable. Ils perdent le contrôle. Et c'est à ce moment-là que les erreurs se produisent. Ne sois pas en colère contre Lucas. Les personnes qui se font manipuler sont généralement celles qui font le plus confiance. Mais maintenant, nous avons ce qu'il nous faut. La preuve qu'ils ont essayé d'imposer une procuration. J'ai hoché la tête. Merci. Aujourd'hui, j'ai appris qu'ils n'essaient plus de parler. Ils essaient de gagner. Maëlle a eu un sourire triste. Et quand gagner est tout ce à quoi ils pensent, ils se battront eux-mêmes. Cette nuit-là, après avoir mangé seule dans la cuisine, j'ai préparé une tasse de tisane à la menthe, j'ai ouvert mon téléphone et je me suis connectée au compte de stockage de Thomas. D'un simple clic, les vidéos des caméras intérieures sont apparues. J'ai choisi le clip du dîner de la semaine dernière où Isabelle disait « Nous devons emmener maman voir un neurologue bientôt ». J'ai réécouté sa voix, plus calme que jamais. Chaque mot était devenu une preuve recevable et plus que cela, une confirmation de tout le plan que j'avais pressenti. J'ai posé ma tisane, j'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit la dernière ligne de la journée. 17 septembre. Ils ont essayé de forcer une signature. Échec. Il est temps de contre-attaquer. J'ai fermé le carnet, j'ai éteint la lumière, et dans l'obscurité silencieuse de la maison en pierre, j'ai souri pour la première fois depuis des mois. Pas un sourire de vainqueur, mais le sourire de quelqu'un qui a repris l'initiative. Après cet examen de mémoire, je savais une chose. Isabelle n'arrêterait pas. Quand un stratagème échoue, les gens comme elle trouvent un autre moyen. Et je devais garder une longueur d'avance. Je me suis assise près de la fenêtre, regardant la Nissan argentée de 2018 reposer tranquillement sous le soleil de l'après-midi. François l'appelait « la voiture fidèle », car en 5 ans, elle ne m'avait jamais causé de problème. Mais maintenant, ce n'était plus seulement un moyen de transport. Elle était sur le point de devenir une arme dans mon plan. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je l'ai mise en vente sur un site d'annonces locales. Nissan Qashqai 2018, entièrement entretenu, propriétaire unique, excellent état. En moins de 2 heures, le téléphone a sonné. Une voix d'homme, profonde et claire. Madame Dubois, ici Antoine Marchand. Je suis un colonel de la gendarmerie nationale à la retraite. Je suis intéressé par la voiture que vous avez postée. Puis-je venir la voir cet après-midi? À sa façon de parler, j'ai su qu'il était sérieux. À 15 heures, il est arrivé. Un homme d'une 60aine d'années, grand, les épaules larges, les cheveux poivre et sel, marchant avec l'assurance de quelqu'un qui a été suivi par la discipline toute sa vie. Chemise blanche boutonnée jusqu'au col, une montre en acier brillant à son poignet. Il a fait le tour de la voiture, a tapoté la carrosserie, s'est penché pour étudier la peinture. « La voiture est en excellent état », a-t-il dit, un rapide sourire dans les yeux. « Vous en prenez bien soin. Ma femme s'occupait de sa Clio comme ça, jusqu'à ce que je laisse mon petit-fils la reculer dans un poteau. Elle m'en a voulu pendant 1 semaine. » J'ai gloussé. Parfois, une femme n'a que quelque chose à entretenir comme elle-même, colonel. Il a hoché la tête, pensif un instant,
puis a dit « Je l'achète. Mais j'ai un défaut. Si quelqu'un endommage ma voiture, je le poursuis jusqu'au bout. Je ne laisse même pas passer la plus petite égratignure. » J'ai penché la tête et j'ai demandé, presque nonchalamment, « Et si quelqu'un le fait exprès ?» Il m'a regardé droit dans les yeux, la voix ferme. « Alors, je dépose plainte immédiatement. Pas à cause de la valeur de la voiture, mais parce que je déteste le manque de respect envers les autres ou envers moi-même. » J'ai souri. Bien. Ma voiture est sur le point d'être entre les mains d'un homme de principe. Nous avons conclu l'affaire cet après-midi-là. Il a payé l'intégralité par virement. Pas une somme énorme, mais suffisante pour que je la dépose sur le compte secret que Maël avait ouvert la semaine dernière. Quand le colonel a pris les clés, j'ai dit « Je suis sûr que cette voiture sera en sécurité avec vous. » Il a répondu doucement, mais fermement. « Et je suis sûr que si quelqu'un ose vous faire du mal, il apprendra une leçon coûteuse. » Cette phrase m'a réchauffée, non seulement parce qu'un ancien officier me soutenait, mais parce que j'avais l'impression d'avoir un allié, même s'il ne connaissait pas encore le véritable plan en marche. Ce soir-là, je me suis assise dans la cuisine sous une lumière chaude. J'ai placé la vieille clé de la Nissan, le double que j'avais gardé, bien au centre de la table, facile à repérer. Je savais qu'Isabelle viendrait bientôt. Elle avait l'habitude de passer pour prendre de mes nouvelles, faisant semblant de se soucier de moi, tout en inspectant les lieux. Et comme prévu, 2 jours plus tard, vers 16 heures, on a frappé. « Maman, je suis venue te voir. » J'ai ouvert la porte, cachant un sourire. « Entre, ma chérie. » Isabelle est entrée avec son parfum entêtant et un regard inquisiteur. Elle a fait la conversation afin de s'inquiéter de ma santé. Puis, ses yeux se sont posés sur le porte-clés. « Oh, tu gardes toujours la clé de la Nissan ?» J'ai haussé les épaules, l'air de rien. « Une vieille habitude. Même si je ne la conduis presque plus maintenant, je la laisse là. »« Je croyais que tu l'avais vendue. » J'ai souri. « Pas encore. Je réfléchis toujours. » Isabelle a eu un léger rire et cette lueur sournoise a brillé dans ses yeux. Je savais qu'une idée venait de se former dans sa tête. 3 jours plus tard, un samedi matin, je suis partie tôt. J'ai garé ma voiture de location sur un parking près du supermarché, à 3 rues de chez moi. De là, je pouvais voir l'allée menant au parking où la Nissan du colonel Marchand était garée, exactement là où j'avais l'habitude de me garer pendant des années. Je tenais une petite paire de jumelles et je suis restée silencieuse dans la voiture. Le soleil montait, sa lumière filtrant à travers les branches et scintillant sur le trottoir. Une partie de moi ne pouvait toujours pas croire qu'elle irait aussi loin. Mais les instincts d'une mère ne mentent pas. 11h18. Une berline rouge s'est arrêtée, la portière s'est ouverte et Isabelle est sortie. Une casquette de baseball, des lunettes de soleil et quelque chose de long et brillant dans sa main. Une grande clé en métal limée en pointe. J'ai retenu mon souffle. Elle a regardé autour d'elle, puis s'est dirigée vers la Nissan argentée. Elle s'est légèrement accroupie et a traîné sa main avec force le long de la portière, puis le long du flanc. Le crissement du métal sur la peinture était glaçant. J'ai levé mon téléphone et j'ai pris 3 photos, puis je suis passée en mode vidéo. Chaque mouvement, chaque ligne déchiquetée creusée dans la peinture. Tout était clair à l'écran. Je pouvais entendre mon propre rythme cardiaque. Lent, lourd, étrangement calme. Pas de colère, juste une confirmation. Tout ce que j'avais pressenti était vrai. Quand Isabelle est partie, je suis restée dans la voiture quelques minutes de plus. Pas de jurons, pas de larmes. J'ai simplement ouvert mon téléphone, j'ai trouvé Antoine Marchand dans mes contacts et j'ai appuyé sur « Appeler ». Il a répondu après quelques sonneries. « Madame Dubois, quelque chose ne va pas ?»
J'ai regardé la voiture déchiquetée, la lumière du soleil ricochant sur les profondes entailles comme des marques de griffes. « Colonel, dis-je lentement, il est temps de tenir votre promesse. »« Que voulez-vous dire ?»« Je vous envoie la vidéo. Regardez-la et vous saurez quoi faire. » Sa voix s'est faite plus grave, plus sévère. « Compris, je m'en occupe. » J'ai raccroché et j'ai pris une longue inspiration. L'air chaud entrait par la fenêtre avec une odeur de plastique chaud et de gaz d'échappement. Mais tout ce que je ressentais était une rare immobilité, le calme de savoir que le jeu avait tourné. J'ai ouvert mes contacts et j'ai fait défiler jusqu'au nom suivant. Mon doigt s'est arrêté là où il le fallait sur l'écran. Isabelle Morin. J'ai appuyé sur « Appeler », j'ai regardé la lumière scintiller dans le rétroviseur et j'ai parlé aussi calmement que si je commençais une conversation normale. « D'accord, Isabelle, parlons. » Cet après-midi-là, je me suis assise dans le salon, plus calme que jamais. La dernière lumière glissait à travers les rideaux, déposant un or pâle sur le sol. Le téléphone sur la table a sonné. Le nom d'Isabelle a illuminé l'écran. J'ai décroché. Sa voix était vive, presque satisfaite. « J'espère que tu as appris ta leçon, Hélène. Ta voiture ressemble à une poubelle maintenant. La prochaine fois, souviens-toi de qui a vraiment le contrôle. » Je l'ai entendue ricaner. De la musique jouait en arrière-plan. Elle semblait se féliciter d'une victoire. J'ai répondu lentement, mot par mot. « Oh, j'ai appris ma leçon, Isabelle. C'est juste que cette voiture n'est plus la mienne. » Silence. Quelques secondes plus tard, sa voix est revenue, tendue et rauque. « Qu'est-ce que tu as dit ?» J'ai souri, toujours aussi calme. « J'ai vendu cette Nissan. L'acheteur est le colonel Antoine Marchand, de la Gendarmerie nationale à la retraite. Et je pense qu'il voudra savoir qui vient de déchiqueter sa propriété. » Une respiration brusque est passée à travers la ligne. Puis un moteur, une portière de voiture qui claque. « Tu me menaces ?» a-t-elle crié. J'ai répondu légèrement. « Non, je dis juste la vérité. Et si tu ne me crois toujours pas, voici une chose de plus. Les caméras ont tout enregistré. Tes actions, ton visage. » J'ai raccroché. En moins de 10 minutes, les sirènes ont retenti dans la rue. Par la fenêtre, j'ai vu une voiture de gendarmerie s'arrêter près du parking. 2 gendarmes sont sortis avec le colonel Marchand. Il parlait fermement tout en diffusant la vidéo sur son téléphone. Ils se sont dirigés vers la Nissan abîmée, ont pris des photos, des mesures. Isabelle se tenait là, pâle, les cheveux ébouriffés par le vent. Elle a essayé de dire quelque chose, mais sa voix tremblait trop pour avoir un sens. Je ne suis pas sortie. J'ai juste écarté le rideau et j'ai regardé à travers la fente. Je ne ressentais aucune colère, seulement un sentiment tranquille de justice. La justice n'est pas la vengeance. C'est le retour à l'ordre après que... Quelqu'un l'a tordu. Mon téléphone a vibré. Un texto de Lucas. « Maman, qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi les gendarmes sont chez nous ?» Je n'ai pas répondu. J'ai posé le téléphone et je me suis versé plus de thé. 5 minutes plus tard, un deuxième texto. « Isabelle dit que tu l'as piégée. Est-ce que c'est vrai ?» J'ai soupiré. C'est ce qui faisait le plus mal. Lucas la croyait encore alors que la vérité était sous ses yeux. Je n'allais pas me disputer par texto. 15 minutes plus tard, j'ai entendu sa voiture à la grille. Il est entré, le visage déchiré entre la colère et la confusion. « Maman, j'ai besoin que tu m'expliques ça. » J'ai montré la chaise. « Assieds-toi. Parlons comme 2 adultes. » Lucas s'est assis, se forçant au calme. « Je ne comprends pas. Isabelle dit que tu as mis tout ça en scène pour la faire arrêter. Elle vérifiait juste la voiture. Elle n'a rien fait. » Je suis restée silencieuse un moment, puis j'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert l'application de Thomas. À l'écran,
Une vidéo nette d'Isabelle en train de rayer la voiture, son visage crispé, les yeux pleins de haine. Le crissement du métal sur la peinture était parfaitement audible. Lucas a regardé. Son visage est devenu blanc. Impossible. Et ça, dis-je en ouvrant le deuxième dossier, c'est l'audio du dîner de la semaine dernière. La voix d'Isabelle a rempli la pièce. Il faut que tu emmènes ta mère voir un neurologue bientôt. Si le médecin le confirme, la procuration sera plus facile à obtenir. Lucas a baissé la tête, les mains jointes et tremblantes. J'ai parlé lentement. Tu vois, je n'ai pas besoin d'inventer quoi que ce soit. Ils l'ont dit eux-mêmes. Après un long moment, Lucas a levé les yeux rouges. Je l'ai cru. Je pensais que tu étais méfiante. Je pensais que tu étais seule et que tu imaginais des choses. Sa voix s'est brisée. Elle a dit que si j'aidais juste un peu, tout irait bien. Tu appelles mentir, falsifier des signatures, endommager des biens et essayer de mettre ta mère dans une maison de retraite, aider un peu? Ai-je demandé, pas fort, mais tranchant comme une lame. Il est resté silencieux. Une larme est tombée sur sa main. Maman, j'ai eu tort. J'ai secoué la tête, toujours calme. Tu as eu tort, mais un « je suis désolée » ne suffit pas. Le pardon ne vient pas des larmes, Lucas. Il vient des actes. Il m'a regardé comme s'il attendait la suite. J'ai posé ma tasse et j'ai croisé son regard. Si tu veux vraiment arranger les choses, fais 3 choses. Premièrement, divorce. Pas parce que je l'exige, mais parce que ce mariage te tue à petit feu. Deuxièmement, suis une thérapie. Tu as été manipulé assez longtemps. Si tu ne regardes pas en arrière, tu répéteras cela dans ta prochaine relation. Troisièmement, respecte les limites. Je ne suis plus quelqu'un sur qui tu peux t'appuyer ou que tu peux contrôler. Si tu veux rester dans ma vie, viens en tant qu'homme adulte, pas en tant qu'enfant demandant de l'argent ou de la pitié. Lucas est resté assis, immobile. J'ai vu le combat dans ses yeux, la culpabilité, la honte et un amour pour lequel il n'avait pas encore trouvé les mots. Finalement, il a hoché la tête, la voix rauque. Je le ferai. Je ne veux pas te perdre à nouveau. J'ai posé ma main sur son épaule. Je ne veux pas te perdre non plus, mais je n'accepterai plus d'être blessée. Nous sommes restés ainsi un long moment. Dehors, la lumière tardive s'étendait sur le porche, réchauffant la vieille photo de famille. François en vie, Lucas 12 ans, un large sourire innocent. Je l'ai regardé et j'ai ressenti une douleur sourde. Quand Lucas est parti, il n'a pas dit au revoir. Il s'est arrêté à la porte, m'a tourné le dos et a dit d'une voix brute : « Je vais parler à un avocat et je vais tout arranger. » La porte s'est fermée, laissant un espace immobile. Je savais qu'il pleurait, mais je ne l'ai pas suivi. Parfois, les gens ont besoin de souffrir seuls pour apprendre à se tenir debout. Ce soir-là, le téléphone a sonné. Le colonel Antoine Marchand. « Madame Dubois, la jeune femme a été emmenée pour une déposition. Je pense que vous devriez vous reposer. Les choses seront bientôt claires. » J'ai hoché la tête doucement. « Merci, colonel. Je vous suis redevable, non pas pour les actions d'aujourd'hui, mais pour m'avoir aidé à croire qu'il y a encore des gens de principe. » Il a laissé échapper un petit rire. « Pas besoin de remerciements, Madame Dubois. Je tiens juste ma parole. Vous, par contre, vous avez fait ce que beaucoup ne peuvent pas faire. Vous vous êtes défendu. » Après avoir raccroché, je suis allée sur le porche et je me suis assise dans le vieux fauteuil en bois de François. Le ciel nocturne d'Amboise était clair, quelques étoiles scintillant dans le noir. J'ai siroté mon thé refroidi, étrangement paisible. Le piège s'était refermé. La vérité était révélée. Plus de dissimulation. Plus de faux-semblants.
Et dans ce moment de calme, j'ai réalisé que ce qui m'avait rendue forte n'était pas un plan astucieux, mais la conviction que je méritais d'être protégée, même si je devais être la seule à le faire. J'ai fermé les yeux et j'ai écouté le vent dans les pins, murmurant « François, repose en paix ». J'ai gagné, non pas en ripostant, mais en me préservant. Le lundi matin, je suis arrivée au cabinet de l'avocate Maëlle Bernard 1 heure en avance. Amboise était silencieuse. Des nuages bas et gris, un air frais après une nuit de pluie, des gouttelettes d'eau sur les vitres des voitures captant le faible soleil. Maëlle était déjà dans la salle de conférence avec une épaisse pile de dossiers soigneusement étiquetés. Actifs, transactions falsifiées, preuves vidéo, enregistrements audio. Elle m'a regardée avec un léger sourire et de l'acier dans les yeux. « Êtes-vous prête ?» a-t-elle demandé. « Je suis prête », ai-je dit en redressant mon col. À 9 heures précises, le colonel Antoine Marchand est entré. Chemise blanche, blazer marine, pas assuré. Derrière lui venait Maître Halim Stein, l'avocat d'Isabelle, et enfin Isabelle, les cheveux bouclés en vagues soignées, le visage pâle, des cernes sous les yeux. Je l'ai regardé sans colère. Seulement de la lassitude et le sentiment de quelqu'un qui a survécu à une tempête. Maître Stein a ouvert sa mallette, la voix polie avec une touche de chaleur forcée. Madame Dubois, ma cliente, mademoiselle Isabelle Morin, souhaite exprimer ses profonds remords pour ce qui s'est passé. Elle reconnaît que ses actions étaient des erreurs impulsives. Nous aimerions discuter d'une résolution, une restitution complète pour les dommages au véhicule, des excuses écrites formelles, et en retour, vous retirez la plainte pénale. De cette façon, les deux parties pourront clore le passé pacifiquement. Maëlle m'a jeté un coup d'œil, en attente. J'ai posé mes mains sur la table et j'ai dit d'un ton neutre « Non ». Maître Stein a cligné des yeux, se penchant légèrement en arrière sur sa chaise. « Je suis désolée. Voulez-vous dire ?» J'ai dit non, ai-je répété plus lentement, plus clairement. J'ai passé trop d'années à croire que le silence maintenait la paix. Il s'avère que cela ne fait que faire croire aux gens que je suis faible. L'air dans la pièce s'est alourdi. Isabelle s'est tortillée, ses mains se crispant. Maëlle a ouvert la pile de dossiers et l'a fait glisser vers Maître Stein. Avant de discuter d'un règlement, vous devez examiner ceci. Ce sont des preuves d'un stratagème visant à falsifier une procuration, y compris un faux échantillon de la signature de Madame Dubois, une demande de copie certifiée de l'acte de propriété et un enregistrement audio de Mademoiselle Morin planifiant avec son mari. Maître Stein s'est penché pour lire, son front se plissant. Sont-ils authentifiés? Maëlle a répondu, la voix comme de l'acier. Tous notariés, horodatés et stockés dans un système indépendant. De plus, nous avons une vidéo des dommages matériels capturés par la caméra du colonel Marchand et fournie par Madame Dubois elle-même. Le colonel a hoché la tête. J'ai tout transmis à la gendarmerie. La plainte pour vandalisme peut être déposée à tout moment. La pièce est tombée dans le silence. Isabelle regardait le sol, se mordant la lèvre jusqu'au sang. Je l'ai regardée et j'ai vu l'effondrement dans ses yeux. J'ai parlé lentement, chaque mot clair. Avant toute excuse, j'ai 5 conditions. Si vous les acceptez, j'accepterai que le colonel Marchand retire la plainte pénale une fois que toutes les obligations seront remplies. Sinon, je poursuivrai avec des charges supplémentaires pour fraude et falsification de documents. Maître Stein a levé les yeux, prudent. Veuillez les énoncer. J'ai pris une inspiration et j'ai tourné la page que j'avais préparée. Premièrement, restitution complète de tous les dommages, y compris les frais de réparation du colonel Marchand, le préjudice moral et les frais de justice. Deuxièmement, des aveux écrits reconnaissant toutes les tromperies, signés et notariés. Troisièmement,
Finaliser le divorce avec Lucas Dubois dans les 30 jours. Quatrièmement, un engagement à rester à l'écart de moi et de ma propriété, pas à moins de 200 mètres. Cinquièmement, aucune demande de prestation compensatoire ou de partage des biens matrimoniaux, sous quelque forme que ce soit. J'ai levé la tête et j'ai regardé Isabelle droit dans les yeux. Si vous refusez, je m'assurerai que vous comparaissiez devant un juge, non seulement pour une voiture rayée, mais pour tromperie organisée. Isabelle a fondu en larmes. Pas le cri d'une femme arrogante, mais celui de quelqu'un qui sait qu'elle vient d'enterrer son avenir. Elle a sangloté, s'étouffant avec les mots. Maman, maman, Hélène, je suis désolée. Je ne sais pas comment tout cela est arrivé. Je voulais juste... Je l'ai interrompue, calme et égale. Non, c'est Madame Dubois. Merci. Isabelle s'est figée, les larmes coulant. Elle a compris que je venais de couper le dernier fil qui nous liait. Maître Stein a commencé à parler, mais le colonel Marchand a levé la main. Maître Stein, je pense que votre cliente devrait écouter attentivement son avocate. Maëlle a enchaîné, froide comme la glace. Mademoiselle Morin, si vous acceptez ces conditions, nous aiderons le colonel à déposer une demande de retrait de la plainte pénale une fois la restitution terminée et le divorce finalisé. Sinon, vous risquez de 6 mois à 2 ans de prison, plus un casier judiciaire permanent. La pièce était si silencieuse qu'on pouvait entendre l'horloge faire tic-tac. Maître Stein a fait un petit signe de tête à Isabelle. Mademoiselle Morin, je vous conseille de signer. C'est l'option la moins dommageable. Toujours en sanglotant, les mains tremblantes, Isabelle a pris le stylo. Elle m'a regardée une dernière fois, cherchant de la pitié, mais je n'en ai donné aucune. Elle a signé, des traits désordonnés, l'encre bavant sur la page. Quand elle a eu fini, elle s'est affalée sur la chaise, les larmes coulant sans arrêt. Maëlle a rassemblé les papiers, nets et efficaces. Ceci devient juridiquement contraignant une fois notarié. Des copies iront à votre avocat et au colonel Marchand. Le colonel a hoché la tête, se levant. Une fois que j'aurai reçu la restitution complète, je déposerai une demande de retrait de la plainte pénale. Je le fais pour Madame Dubois, pas pour vous. Isabelle a hoché faiblement la tête et a murmuré « Je comprends ». Alors que tout le monde se levait. La pièce semblait plus légère, comme si un poids avait été déposé. J'ai pris mon sac et je me suis levée lentement. Maëlle a posé une main sur mon épaule, sa voix plus douce. « Vous l'avez fait. Ce n'est pas une victoire. C'est la restauration de ce qui est juste. » J'ai souri, petit mais réel. La justice a un prix, Maëlle. Je le paie avec ce que j'ai enduré. Alors que je me tournais vers la porte, Isabelle a soudainement parlé, la voix rauque mais amère. Vous finirez seule, Hélène. Même votre fils partira. Vous vieillirez toute seule. Je me suis arrêtée sur le seuil, je ne me suis pas retournée, et j'ai dit doucement. Peut-être, mais au moins, je serai libre. J'ai poussé la porte et je suis sortie, laissant derrière moi les sanglots et le crissement sec d'un dernier coup de stylo dans une pièce silencieuse. Dehors, la lumière du soleil d'Amboise était claire et vive. La pluie de la nuit dernière avait lavé la poussière des rues, laissant une odeur d'herbe humide et une douce brise. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai descendu les marches lentement. Dans mon sac, la copie scellée des conditions signées reposait comme un point final au chapitre le plus sombre de ma vie. Il n'y avait ni jubilation, ni triomphe, seulement du soulagement. Comme si je déposais un poids que j'avais porté trop longtemps. Je savais qu'il n'y aurait plus beaucoup de gens autour de moi désormais, mais cela ne me faisait plus peur. Pour la première fois depuis des années, je ne vivais plus dans la peur ou la culpabilité. J'ai marché,
lentement et régulièrement, dans la rue animée, en pensant « La justice n'est pas une vengeance, c'est le moment où l'on cesse de laisser les autres définir sa valeur. » Après cette réunion décisive au cabinet de Maël, ma vie est devenue calme. Fini les appels au milieu de la nuit, les faux coups à la porte, les sourires calculés. Juste la maison en pierre de 2 étages, si silencieuse que je pouvais entendre l'horloge du salon marquer le temps. Mais ce calme n'était pas entièrement confortable. Il laissait un vide, et dans ce vide, le nom de Lucas résonnait, lourd, confus, douloureux. Mon fils avait quitté Isabelle, comme l'accord l'exigeait. Le divorce s'est déroulé rapidement. Pas de larmes, pas de bataille. 2 personnes sortant de la vie de l'autre avec une froide feuille de papier. Et puis, Lucas n'avait nulle part où aller. Il a déménagé de l'appartement dont j'avais autrefois payé la caution. Son travail a souffert des rumeurs entourant l'affaire. Les amis qu'Isabelle lui avait présentés ont gardé leur distance. J'ai entendu dire qu'il s'était terré dans une petite location dans le sud d'Amboise. Un lit simple, une table, une fenêtre donnant sur un parking. Je ne lui ai pas rendu visite, non pas par colère, mais parce que je savais qu'il avait besoin de se confronter à lui-même. Mais chaque dimanche soir, j'envoyais de courts textos. « As-tu mangé ? N'oublie pas le loyer. Couche-toi tôt. Lève-toi plus tôt. Pas de « tu me manques ». Pas de « je te pardonne ». J'ai maintenu des limites claires pour qu'ils comprennent que l'amour ne signifie pas laisser quelqu'un vous blesser à nouveau. Un après-midi de février, Lucas a appelé. Sa voix était basse et rauque, comme après une longue nuit. « Maman, j'ai commencé une thérapie. » Je suis restée silencieuse quelques secondes. « Bien. Allais-tu me le cacher ?» Il a eu un petit rire. « J'avais peur que tu penses que je faisais semblant, mais le médecin dit que je suis dépendant affectif. Que je continue à chercher quelqu'un comme toi dans chaque relation, puis que j'essaie de les réparer. De la même manière que je pensais devoir sauver Isabelle. » Je me suis penchée en arrière dans mon fauteuil, le cœur se serrant un peu. Les gens confondent souvent l'amour avec la peur, Lucas. Quelqu'un qui aime vraiment n'essaie pas de réparer qui que ce soit. Il est resté silencieux, comme s'il notait chaque mot. Dans les semaines qui ont suivi, Maël m'a dit que Lucas avait commencé à accepter des travaux de design d'intérieur en freelance et qu'il remboursait ses anciennes dettes. Je n'ai pas aidé, je n'ai pas envoyé d'argent, je ne suis pas intervenue. Seulement une fois, quand il a appelé et demandé « Maman, si je n'y arrive pas ce mois-ci, tu m'aideras ?» J'ai répondu simplement « Je t'aiderai en t'apprenant à rédiger une demande de report, pas en payant pour toi. » Il a eu un étrange petit rire. « Tu n'es jamais facile ?» J'ai souri. Ce qui est difficile est ce dont on se souvient. 3 mois ont passé et Lucas a commencé à changer. Sa voix s'est affermie, moins de plaintes. Il a commencé à dire « Je suis responsable » au lieu de « Je ne voulais pas le faire ». Cela n'est pas venu par magie, mais par le travail, la solitude et la prise de conscience, des choses qui lui avaient manqué. Un soir de début de printemps, il m'a appelé. « Maman, ça peut paraître stupide, mais je pensais qu'Isabelle était une échappatoire. Elle me donnait l'impression d'être vue. » J'ai répondu doucement. « Tu n'as pas remarqué qu'elle ne voyait que les parties de toi qui lui étaient utiles. Quand quelqu'un t'aime parce qu'il a besoin de quelque chose de toi, ce n'est pas de l'amour, c'est une transaction. » Lucas a soupiré. « Je comprends maintenant. Peut-être que je t'ai traité de la même manière aussi. » Je n'ai rien dit. Parfois, la vérité a besoin d'être dite, pas disséquée. Cette nuit-là, j'ai écrit dans mon journal « Mon fils marche sur une corde raide, mais cette fois, il n'a pas les yeux bandés. Et moi, je me tiendrai en bas, non pas pour le rattraper, mais pour être témoin. » Une semaine plus tard, Lucas est passé. Il était plus mince, mais ses yeux étaient différents, moins de peur, plus de calme. Il a
apporté des tulipes blanches et un sac de café fraîchement torréfié. Pour toi. Cette odeur me manque, a-t-il dit. Je les ai pris, souriant légèrement. L'odeur de l'honnêteté, j'espère. Il s'est assis à la table de la cuisine, où nous avions eu des dizaines de dîners tendus auparavant. Je sais que je ne peux pas m'excuser éternellement. Je veux faire quelque chose pour arranger les choses. J'ai demandé. Avec des mots ou des actes? Il a croisé mon regard. Des actes. Je viendrai tous les dimanches. Aider à réparer le jardin, nettoyer le garage, tout ce dont tu as besoin. Dis juste que tu dîneras avec moi. Je suis restée silencieuse un moment, puis j'ai dit « D'accord, mais il y a une condition. » Laquelle? Pas de mensonge, pas sur la plus petite chose. Je n'ai pas besoin de ce qui est facile à entendre. J'ai besoin de ce qui est vrai. Lucas a hoché la tête, la voix ferme. Je promets. Notre premier dîner du dimanche depuis des années a été étrangement paisible. J'ai préparé le ragoût préféré de François. Lucas a apporté un dessert de la vieille pâtisserie où lui et son père avaient l'habitude d'aller. À table, nous n'avons pas parlé du passé. Nous n'avons pas prononcé son nom. Nous n'avons pas pesé le bien et le mal. Nous avons parlé de petites choses, du jasmin dehors, de la pluie d'hier et de la façon dont l'ampoule du couloir avait enfin été changée. Au milieu du repas, Lucas a levé les yeux et a dit doucement « Je ne pensais pas que tu me pardonnerais. » Je l'ai regardé, la voix à peine plus qu'un souffle. « Je n'ai pas besoin de te pardonner, Lucas. J'ai juste besoin que tu apprennes ce qu'il m'a fallu une demi-vie pour comprendre. Le respect de soi est la dernière barrière de la gentillesse. » Il était silencieux, les yeux brillants. Quand le dîner s'est terminé, Lucas s'est levé pour faire la vaisselle. Je l'ai regardé de dos, plus mince, mais stable. Quelque chose dans la lumière chaude de la cuisine m'a fait penser à François. Le même calme, le même choix de réparer par des actes, pas des mots. Cette nuit-là, en le raccompagnant à la porte, l'air portait l'odeur humide de la terre et des feuilles sèches. Il s'est retourné et a dit tranquillement « Je reviendrai tôt dimanche prochain. » J'ai hoché la tête en souriant. « Reviens, mais souviens-toi, pas de mensonge. » Il a ri. « Je n'oserais pas, maman. » J'ai regardé les feux arrière de sa voiture s'estomper au-delà de la grille, et pour la première fois depuis des années, le silence de la maison ne semblait pas solitaire. Car maintenant le silence n'était pas le vide. C'était le signe que quelque chose guérissait. Je me souviens encore du premier matin après ce dîner du dimanche avec Lucas. La lumière du soleil d'Amboise se déversait par la fenêtre de la cuisine, réchauffant une tasse de café et l'orchidée que je venais de rempoter. Tout était paisible, vraiment paisible, du genre que je n'avais pas osé espérer depuis des années. Je pensais que je passerais le reste de ma vie ainsi, à m'occuper du jardin, à lire, à cuisiner, à attendre que Lucas passe. Mais la vie avait un autre chapitre pour moi, un pour lequel je n'étais pas préparée, mais que j'étais prête à accueillir. Un après-midi de début mars, ma voisine de longue date, Madame Geneviève Lefebvre, a frappé à ma porte. Elle portait un panier de muffins encore chaud, le visage radieux. « Hélène, vous savez que votre histoire fait le tour du quartier, n'est-ce pas ?» J'ai marqué une pause. « Quelle histoire ?» Celle où votre belle-fille a essayé de vous prendre votre maison et où vous vous êtes défendu avec des caméras et la loi. Elle a chuchoté, les yeux brillants. Je l'ai partagée avec quelques femmes à l'église. Maintenant, tout le monde veut vous demander comment protéger ses biens. J'ai ri un peu, embarrassée. Je ne suis pas une experte. Mais vous vous êtes défendue. Beaucoup de femmes de notre âge se font abuser par leur famille et ne savent pas par où commencer. Elles ont besoin de quelqu'un comme vous.
Je suis restée silencieuse. Ces mots sont restés avec moi. 3 jours plus tard, quand on a de nouveau frappé, je n'ai pas été surprise. Cette fois, 3 femmes plus âgées se tenaient sur le porche, des carnets à la main, leur visage un mélange de timidité et d'espoir. Nous sommes des amis de Madame Lefebvre. Elle a dit que vous pourriez nous montrer comment garder nos papiers de maison en sécurité. Je les ai invitées à entrer, j'ai servi du thé, et pendant 2 heures, nous avons parlé comme de vieilles amies. Elles m'ont parlé de belles filles qui gardaient leur livret de caisse d'épargne en sécurité, d'être poussées à signer des procurations, d'investissements familiaux. Mon cœur s'est serré en les écoutant. Quand elles sont parties, je savais que je ne pouvais pas m'arrêter là. La semaine suivante, j'ai épinglé une petite note sur le tableau d'affichage de l'église. Groupe de femmes du mercredi. Apprenez à vous protéger et à protéger vos biens. Rendez-vous chez Hélène Dubois à 16h tous les mercredis. Apportez un carnet et votre histoire. La première réunion a compté 4 personnes, la deuxième 8, puis 12. Elles ont apporté du café, des pâtisseries et des dossiers en désordre. J'ai rédigé une liste de survie, un nom ludique que tout le monde savait sérieux. 1. Rédiger un testament clair et le conserver dans 2 endroits de confiance. 2. Tenir une liste des comptes numériques, des mots de passe et d'un mandataire légalement désigné. 3. Installer des caméras à domicile dans le respect des directives légales. 4. Nommer une personne de confiance en dehors de la famille, avocat, voisin proche. 5. Ne jamais signer quelque chose que vous ne comprenez pas entièrement. Chaque semaine, nous abordions un sujet, de la lecture des contrats et du repérage des escroqueries sentimentales à la reconnaissance de la manipulation émotionnelle. Plus nous partagions, plus les femmes prenaient la parole. Certaines pleuraient d'être entendues pour la première fois. D'autres tremblaient en tenant des papiers qui avaient été cachés pendant des années. Dans ces mains ridées, je me suis vue, la femme qui a autrefois tremblé, a eu peur, a pensé « Je suis vieille, je devrais me taire ». Un après-midi, une jeune femme d'environ 28 ans est venue. Elle se tenait à la porte avec une enveloppe, la voix douce. « Je suis Andrea Morin, la nièce d'Isabelle. » Je me suis raidie un instant, mais son ton n'était pas comme celui d'Isabelle. Pas de froideur, pas d'agressivité, plutôt de l'épuisement. « Je ne suis pas ici pour la défendre, » dit-elle rapidement. « Je veux juste vous remercier. Sans votre affaire, ma grand-mère n'aurait peut-être jamais osé dire la vérité. » Elle m'a tendu une lettre manuscrite, ses mains tremblantes. Ma grand-mère a été trompée, probablement par Isabelle, pour investir dans un faux salon de beauté. Elle a perdu près de 20 000 € et n'a jamais osé le signaler à la police. J'ai ouvert la lettre. L'écriture tremblait, l'encre bavait par endroits. Merci, femme que je n'ai jamais rencontrée, d'avoir exposé ce démon. Peut-être que grâce à vous, je dormirai enfin ce soir. J'ai posé la lettre sur la table et j'ai regardé Andrea. Merci de l'avoir apportée. Voudriez-vous vous joindre au groupe du mercredi ? Elle a hoché la tête, les yeux humides. Je pense que ma grand-mère voudrait que je le fasse. Cette nuit-là, j'ai raconté l'histoire à Maëlle. Elle est restée immobile. Tu sais, cela pourrait ouvrir une nouvelle procédure. Si la grand-mère d'Andrea signe, nous pouvons soumettre plus de preuves au procureur. 2 semaines plus tard, Maëlle a apporté des nouvelles. 3 autres victimes se sont manifestées. Même schéma. Isabelle s'attaque à la confiance, construit une fausse proximité, puis vole des actifs. Je suis restée silencieuse un long moment. Non pas parce que j'étais surprise, mais parce qu'au fond de moi, j'avais toujours senti qu'Isabelle n'était pas seulement avide, elle était une prédatrice structurée. À la fin du mois, le téléphone a sonné. C'était le colonel Marchand. « Madame Dubois, je voulais que vous sachiez que le procureur a ouvert une enquête distincte contre Isabelle Morin. Je ne peux pas partager les détails.
Mais ils ont assez d'éléments pour creuser plus profondément. Une peine de prison est possible. Je suis restée assise, regardant le jardin. Le vent passait à travers les feuilles, doux comme un soupir. « Je ne suis pas heureuse à ce sujet, colonel, » dis-je lentement. Je me sens juste apaisée. La justice, ce n'est pas faire souffrir quelqu'un. C'est rassurer les autres qu'ils ne seront plus blessés, a-t-il réfléchi. Vous avez raison. Tout le monde ne comprend pas cette nuance. À partir de là, le groupe de femmes du mercredi a continué de grandir. Mon salon ne pouvait plus nous contenir, alors nous nous sommes déplacés dans la salle paroissiale. Madame Lefebvre préparait des gâteaux, Andrea s'occupait des photocopies, et je m'asseyais dans le cercle en disant des phrases qui semblent simples, mais qui prennent une éternité à apprendre. Je ne suis pas d'accord. J'ai besoin de temps pour examiner. Je dis non. Chaque fois que quelqu'un disait son premier vrai non, tout le monde applaudissait. Dans leurs yeux, je voyais la lumière que j'avais autrefois perdue. La lumière du respect de soi. Un après-midi, alors que le groupe se dispersait, Andrea est venue vers moi et a demandé doucement « Regrettez-vous parfois d'avoir rendu tout cela si public ?» J'ai souri. Oui. Les premières nuits, j'aurais souhaité que rien de tout cela ne se soit produit. Mais plus maintenant. Parce que si j'étais restée silencieuse, plus de gens auraient été blessés. Et le bruit que vous entendez, c'est le son des gens qui apprennent à se tenir debout. Elle a hoché la tête en souriant. Vous ne le savez pas, mais il vous appelle Hélène d'Acier. J'ai ri. L'acier rouille aussi, ma chère. Mais une fois que vous le polissez, il brille plus fort. Cette nuit-là, je suis rentrée chez moi, je me suis assise près de la fenêtre et j'ai écouté les grillons dans le jardin. Sur la table se trouvaient des notes de remerciements de femmes qui avaient sauvé leurs biens et un bouquet de tulipes blanches que Lucas avait laissé cet après-midi-là. J'ai écrit dans mon journal « La justice n'est pas seulement un verdict. Parfois, c'est un cercle de femmes qui savent comment se protéger. Un fils qui réapprend l'honnêteté et une vieille femme qui trouve un sens à la fin de l'après-midi de sa vie. » J'ai levé les yeux par la fenêtre. Des lumières s'allumaient dans le quartier, et je savais, même s'il était tard, qu'un nouveau chapitre commençait, un chapitre de liberté et de partage. Cet après-midi-là, alors que je taillais la lavande dans le jardin, une voiture familière s'est arrêtée à la grille. J'ai levé les yeux. Lucas. Il est sorti avec un dossier et un sac de café fraîchement torréfié. Son sourire était hésitant, mais ses yeux étaient différents. Fermes, mûrs, ne fuyant plus. « Tu es libre ? J'ai quelque chose dont je dois te parler, » a-t-il demandé. J'ai hoché la tête en souriant légèrement. Si ce n'est pas à propos d'argent ou d'Isabelle, je suis toujours libre. Lucas a ri. Un vrai rire, pas forcé. Il est entré dans la cuisine et a posé les papiers. Voici mon plan de remboursement. 18 mois au total. J'ai fait les calculs. Si rien ne change, j'aurai remboursé toutes mes dettes avant ton prochain anniversaire. J'ai regardé le budget, chaque ligne nette et soignée. Revenus, loyer, un montant fixe pour la dette, même un petit fonds d'urgence. Quand j'ai eu fini, ma gorge s'est serrée. Non pas à cause des calculs, mais parce que pour la première fois depuis des années, je voyais mon fils prendre la responsabilité de sa propre vie. « Tu as fait ça tout seul ?»« Avec l'aide de mon thérapeute et de Maëlle, » a dit Lucas. Elle m'a dit de faire un vrai plan au lieu de dire « je vais essayer ». Alors, voici mon essai. J'ai hoché la tête en souriant légèrement. D'accord, j'accepte ce plan. Mais si tu es sur le point de me demander de signer autre chose, ce n'est pas acquis. Lucas a secoué la tête et a sorti un autre papier plié soigneusement.
Pas besoin de signature. Celui-ci est le mien. Je l'ai ouvert. Une impression du cabinet d'avocat. Renonciation à la succession du vivant de Madame Hélène Dubois. En bas se trouvait la signature de Lucas, nette et ferme. Je me suis figée, les yeux embués. Lucas, tu... Il a dit, une main sur mon épaule, la voix ferme. Maman, je ne veux rien d'autre que ta paix. Tout ce que tu as travaillé toute une vie pour le gagner. Je ne serai plus la raison pour laquelle tu crains de le perdre. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. J'avais pensé que ce jour n'arriverait jamais. Le jour où mon fils comprendrait que l'amour ne vient pas avec un droit acquis. Tu grandis vraiment, ai-je murmuré en souriant à travers les larmes. Et je peux enfin être la mère d'un homme, pas d'un garçon. L'après-midi s'est écoulé comme de la fumée. Nous avons décidé d'aller faire les courses ensemble pour la première fois en près de 7 ans. Lucas poussait le chariot. Je choisissais les légumes. Nous avons ri de petites choses. Un pain écrasé, une caissière qui parlait à toute vitesse, moi qui oubliais encore mes sacs en toile. « Maman, je ne t'ai pas vu sourire autant », a dit Lucas, alors que nous faisions la queue. « Peut-être parce que je n'ai pas à être sur mes gardes aujourd'hui », ai-je répondu. « Je peux juste être une mère. » Nous avons ramené des sacs pleins de charcuterie, de légumes frais, d'œufs et de préparations pour gaufres. Lucas a insisté pour cuisiner. « Il est temps que je rattrape toutes ces années où tu as cuisiné seul. » Je n'ai pas discuté. Je l'ai laissé s'affairer dans la cuisine, maladroit mais déterminé. Alors que le beurre fondait dans la poêle et que cette odeur chaude et sucrée remplissait la maison, j'ai réalisé que la guérison ne vient pas toujours des excuses. Parfois, c'est aussi simple que cela. Avant le dîner, j'ai mis 3 assiettes et je me suis tournée vers Lucas. Tu sais, nous avons besoin de 3 nouvelles règles pour cette relation. Des règles ? Tu parles toujours comme une avocate ? A-t-il plaisanté. J'ai dit honnêteté, respect, pas de toxicité. Si l'une de ces règles est enfreinte, j'ai reculé. Lucas a hoché la tête, solennel comme s'il signait un contrat. Marché conclu. Et si je les enfreins, tu peux me bannir des gaufres à vie. Nous avons ri, notre rire se propageant dans la cuisine, aussi chaud que ces étés où François était encore là. Pendant le dîner, Lucas a parlé de sa thérapie. Il a parlé de la culpabilité qui le rongeait encore chaque nuit. « Maman, parfois je me regarde dans le miroir et je vois toujours un traître. Je ne sais pas comment me pardonner. » J'ai regardé mon fils, les yeux fatigués mais honnêtes. « Lucas, la culpabilité n'est utile que si tu la transformes en action. Sinon, c'est juste une autre chaîne. Tu n'as pas besoin de pardon. Tu as besoin de responsabilité et d'aller de l'avant. » Il a hoché la tête, se mordant la lèvre. « J'essaie. » Bien. Je ne veux pas que tu vives pour te racheter. Je veux que tu vives pour être. Après le dîner, j'ai écrit une petite note, ma main tremblante mais claire. Je t'aime, mais je m'aime aussi. Je l'ai pliée et je la lui ai tendue. Garde-la dans ton portefeuille. Quand tu te sens perdu, lis-la. Lucas l'a tenue un long moment, puis l'a glissée derrière la photo de moi et François. Je la porterai comme un vœu. Je n'ai pas répondu. J'ai juste posé ma main sur son épaule, sentant cette chaleur que j'avais craint de ne jamais retrouver. Ce soir-là, j'ai invité le colonel Antoine Marchand et Jeanne Petit à dîner. Ils étaient devenus des amis proches, des compagnons silencieux à travers la tempête. Le colonel a apporté une bouteille de vin rouge. Jeanne est arrivée avec un bouquet de lavande séchée. « Je pense que cette maison a besoin de plus de parfum de paix », a-t-elle dit avec un sourire éclatant. Lucas a ouvert la porte, a serré la main du colonel, poli et stable. En les regardant, je me suis sentie plus légère. Peut-être que pour la première fois depuis des années,
ma cuisine contenait à la fois la vie et le calme. Les gaufres étaient prêtes, sucrées et beurrées, leur parfum se mêlant à la cannelle. Le colonel a mangé et a ri. « Madame Dubois, la prochaine fois, ouvrez une boulangerie. Je serai votre premier client régulier. » Jeanne a ajouté « Et je m'occuperai de votre licence commerciale. » De l'autre côté de la table, Lucas a regardé autour de lui et a dit doucement « Je ne me souviens pas d'un dîner qui semblait aussi léger, réel, sans essayer de prouver quoi que ce soit. » Je lui ai souri. « C'est le bonheur simple, mon fils. Le genre que j'ai dû parcourir un long chemin pour retrouver. » Après le départ de nos invités, je suis restée sur le porche, le clair de lune baignant la lavande. Dans la cuisine, l'odeur des gaufres persistait et un jazz doux jouait pendant que Lucas faisait la vaisselle. J'ai fermé les yeux et je me suis laissée bercer par le son. Pas de victoire éclatante, pas de gloire ostentatoire. Juste une nuit paisible où je savais que les choses étaient enfin remises en ordre. J'ai murmuré à François dans mon cœur. « Tu vois, nous avons de nouveau un vrai foyer, non pas à cause des murs et du toit, mais parce que l'amour est revenu, entier et sans peur. » Ce matin-là, la lumière du soleil d'Amboise se déversait comme du miel. Lucas et moi étions dans le jardin, les mains sales, plantant des rosiers grimpant le long de la clôture en bois. L'odeur de la terre humide, de l'engrais et du soleil nouveau se mêlaient en une seule, une sensation que je n'avais pas eue depuis longtemps. Un véritable commencement. Penché avec une petite pelle, Lucas tassait la terre autour d'une motte de racines, la voix aussi légère que la brise. « Maman, si ceux-ci survivent à l'hiver, je construirai une treille sur le porche. L'année prochaine sera magnifique. » J'ai regardé mon fils, la sueur sur son front, ses mains fortes, et je me suis sentie aussi calme qu'un lac après une tempête. Prends-en soin honnêtement, et ils vivront, Lucas. C'est la même chose pour toi. Parfois, les gens ont juste besoin de temps et de la bonne lumière. Il a levé les yeux et a souri. J'ai les deux maintenant, maman. Des nouvelles d'Isabelle apparaissaient encore de temps en temps dans le journal local. Ma poitrine ne se serrait plus. Le dernier article disait qu'elle faisait face à un autre procès, cette fois pour une escroquerie à l'investissement. Maëlle m'a envoyé un texto. Si elle est condamnée, elle pourrait effectivement faire de la prison. J'ai répondu, j'espère qu'elle apprendra la leçon, non pas en prison, mais dans sa conscience. Personne ne peut récupérer le passé, mais je crois que parfois, la justice réside dans le moment où l'on réalise qu'il n'y a plus personne à blâmer. Les jours s'écoulaient dans un rythme facile. Le groupe de femmes du mercredi comptait maintenant 20 membres, de tous âges, d'une veuve de 82 ans à une employée de banque de 30 ans. Nous ne parlions pas seulement de documents et de lois. Nous pratiquions l'autodéfense émotionnelle. Comment dire non? Comment maintenir des limites? Comment partir sans culpabilité? Lors d'une réunion, Andrea, la nièce d'Isabelle, s'est levée et a partagé « Je pensais que les femmes plus âgées étaient fragiles. Après avoir rencontré Madame Hélène, je sais qu'elles avaient juste besoin d'un guide. Et aujourd'hui, je veux être cela pour ma grand-mère. » La salle a applaudi et j'ai simplement souri, légère comme l'air. Il s'avère qu'une tragédie personnelle peut être une graine pour un changement plus large. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon journal, le vieux en cuir que François m'avait offert pour notre 20e anniversaire. Sur ces pages assombries par le temps, j'ai écrit 3 mots. Foyer, pouvoir, dignité. 3 mots courts, mais la somme de tout ce que j'avais traversé. Foyer. Pas seulement un abri, mais le terrain sûr que j'ai reconstruit avec intelligence et courage. Pouvoir.
Non pas celui de la jeunesse, mais celui d'affronter et de ne pas fuir. Dignité. La chose que j'ai perdue quand j'ai baissé la tête et que j'ai retrouvée quand je l'ai relevée. En regardant en arrière, je ne tremblais plus aux souvenirs honteux. Les larmes de ces années ne brûlaient plus. Elles avaient le goût de l'expérience d'une vie vécue et toujours debout. Un après-midi, en me reposant sur le porche après le jardinage, Lucas a regardé les nouveaux rosiers et a demandé tranquillement : « Maman, n'es-tu jamais fatiguée de devoir être forte tout le temps ?» J'ai souri, doux mais ferme. Être plus âgé ne signifie pas être faible, mon fils. Je ne suis fatiguée que lorsque je suis forcée de le prouver à quelqu'un qui ne mérite pas de l'entendre. Lucas a hoché la tête et a dit doucement : « Je sais maintenant, maman. » Je l'ai regardé et j'ai souri. Nous n'effaçons pas le passé, Lucas. Nous réparons l'avenir. Le passé ? Eh bien, c'est la preuve que nous avons vécu assez longtemps pour l'apprendre. Je me suis levée, je suis rentrée et je me suis versé une tasse de tisane à la menthe. Le parfum frais flottait dans la cuisine, un endroit qui contenait autrefois des mots durs, maintenant remplis de rires et de gaufres chaque week-end. Dehors, les rosiers grimpants avaient commencé à s'enrouler autour de la clôture, cherchant la lumière du soleil, comme s'ils voulaient fleurir un peu plus. Je me suis appuyée contre le cadre de la porte. J'ai regardé le jardin et j'ai souri. Enfin, la liberté avait un parfum bien à elle. Et si vous êtes toujours là avec moi maintenant, dites-moi d'où vous écoutez. Chaque commentaire que vous laissez est une empreinte chaleureuse sur mon chemin. Si cette histoire vous a fait penser à quelqu'un, une mère, une grand-mère, ou même à vous-même, veuillez aimer, partager et vous abonner pour que je sache que vous êtes toujours là, gardant la flamme de la gentillesse et de la dignité avec moi. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin, pour que je n'ai pas à raconter cela seul. J'ai pris une lente gorgée de thé, j'ai écouté le vent à travers les rosiers, et j'ai senti mon cœur calme et entier. Pas de victoire éclatante, pas de gloire ostentatoire, juste une femme de 62 ans debout dans la lumière du matin, sachant qu'elle a survécu, qu'elle est aimée et qu'elle est libre.